pour la prochaine réunion. Qui va porter sur un thème qui est très cher aux participants de l'événement. Quel bénéfice pour les dirigeants d'entreprises de conjuguer les compétences analytiques et les compétences humaines? Et comment l'intelligence émotionnelle vient-elle faciliter la collaboration, notamment celle des équipes du hackathon? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons invité 2 experts qui vont nous partager leur expérience du sujet et donner aux participants de Hacking Health Camp des conseils concrets pour mieux collaborer. Alors, je vous présente donc notre première experte, Karima Wada, coach professionnelle et formatrice en communication solutionnelle, dirigeante de BizSpark. Bonjour Karima. Bonjour Anna. Bienvenue. Merci. Et nous accueillons aussi en ligne, cette fois-ci, Damien Riard, consultant en entreprise, expert de la relation humaine dans l'entreprise et dirigeant de Vitruve Concept. Bonjour Damien, bienvenue. Bonjour Anna, bonjour Karima. Bonjour Damien. Alors, on parle de conjuguer l'intelligence analytique et l'intelligence émotionnelle. Pourquoi l'un ne va pas forcément de pair avec l'autre, Damien? Je crois que c'est purement culturel, c'est purement habituel en fait. On aime bien opposer les choses, on aime bien mettre les choses dans des catégories. Et je crois qu'il est plus facile de développer, traiter la raison que de développer, traiter l'émotion. Un exemple très simple, un enfant qui a peur, il est plus facile de lui demander d'arrêter d'avoir peur en lui expliquant pourquoi, que de lui poser la question de pourquoi il a peur, d'écouter cette peur, de la comprendre avant de développer les choses. C'est beaucoup plus facile de développer la raison. Et de fait, petit à petit, on a développé la raison, la raisonnabilité, la compétence. D'ailleurs, pendant très longtemps, quand on voulait mesurer le quotient intellectuel, l'intelligence de quelqu'un, c'était sur la raison. Aujourd'hui, on commence à parler de quotient émotionnel et d'intelligence émotionnelle. Donc, une fois de plus, on a beaucoup longtemps voulu opposer les choses et le doyen qui était là juste avant l'a très bien dit, on arrive à la limite. Aujourd'hui, tout se rassemble, il n'y a rien qui s'oppose, les choses doivent se compléter. On n'a pas un raison et l'autre tort. Très souvent, quand on a des points de vue différents, voire même opposés, ils sont surtout complémentaires. Ce n'est pas qu'il y en a un qui a raison et la vérité, c'est que la vérité elle se construit par les points de vue des uns et des autres. Donc, on est en plein sur ce sujet-là aujourd'hui et l'émotionnel vient rajouter. On va en parler un petit peu, donc j'attends après, mais les émotions ont un rôle, ont une utilité et qu'on a un peu mis de côté, qu'on a voulu museler et on se rend compte que généralement, quand on les muselle, ça ne se passe pas bien et que la raison ne suffit pas à tout et au contraire, la raison vient répondre aux émotions. Alors, on sait que les dirigeants d'entreprise, qui sont les gens avec lesquels vous collaborez au quotidien, Karima et Damien, sont très performants dans l'intelligence analytique qu'on attribue en général au cerveau gauche. Et on se rend compte quand même qu'ils sont de plus en plus amenés à chercher à développer des compétences de leur cerveau droit, donc liées à la créativité, l'émotion, l'empathie, la connaissance de soi et l'intuition. Qu'est-ce que tu en penses, Karima? D'où vient cette... pourquoi ils sont tellement amenés à développer ces compétences de ce type-là? Pour répondre à ta question, Anna, je vais m'appuyer sur une étude, l'étude d'Accenture. C'est une étude qui a été faite sur 11 000 personnes au travers l'Europe. Donc on sait qu'aujourd'hui, 9 dirigeants sur 10 sont issus d'écoles, de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Ils ont un cursus scientifique. Et en fait, donc, ils utilisent beaucoup cette partie du cerveau gauche, cette partie analytique. Donc, ils manient très bien tout ce qui est chiffres, statistiques, probabilités. Et donc, ils ont des capacités pour tout ce qui est stratégie, tout ce qui est raisonnement critique, la capacité de prendre des décisions sur des faits concrets et sur le pilotage des résultats. Et en fait, toutes ces capacités sont importantes, elles sont primordiales, mais on se rend compte que ça ne suffit plus. Et même les dirigeants eux-mêmes le disent, ça ne suffit plus. Et donc c'est marrant parce qu'on pourrait se dire, ça a marché comme ça pendant très longtemps. Exactement. Pourquoi, et en fait, pourquoi tout à coup ça marche plus, ça suffit plus? Voilà. Et pourquoi ça marche plus? En fait, qu'est-ce qui a changé en fait? C'est la question qu'il faut se poser. Et en fait, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a une nécessité de s'adapter et d'innover forcément pour pouvoir avancer. Donc, on va s'adapter sur tout ce qui est technologie et innover sur tout ce qui est technologie et du coup faire travailler ce côté gauche qui est le côté analytique. Mais on doit aussi s'adapter aux personnes, aux clients, aux salariés. Et puis, qui dit
innovation dit conduite du changement. Et pour de la conduite du changement, on est dans l'humain. Et donc, on va faire travailler tout ce côté, on va aller titiller ce côté droit qui est le côté, on dit plus humain, mais qui est le côté de l'intelligence émotionnelle. Okay, et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait des nouveaux employés. Et ces nouveaux employés, cette nouvelle génération, c'est des employés qui sont beaucoup plus créatifs, ils sont très motivés, autonomes, ils sont force de proposition. Et on s'est rendu compte aussi que c'était des employés qui avaient besoin de travailler, enfin, qu'ils ont besoin de sens dans leur travail. Ils ont des valeurs profondes et voilà, il y a besoin de sens. Et du coup, ça vient basculer tout ce qui était déjà là aujourd'hui. Tout ce management qui était là, et ben, voilà, ces employés demandent à avoir des leaders qui managent de façon adéquate par rapport à leurs convictions et leur potentiel. Clairement. Et du coup, ils attendent des leaders qui vont justement travailler, qui ont ces capacités de ce côté gauche du cerveau, donc de ce côté analytique, et du côté droit, humain et émotion. Donc en fait, des leaders qui ont adopté cette vision du cerveau global, clairement. Mais alors du coup, ce sont des gens qui sont capables de s'adapter au changement, qui sont capables de mieux comprendre leurs employés et leurs clients. Derrière, est-ce qu'il y a un intérêt, est-ce que ça rapporte quelque chose de pouvoir avoir cette compréhension tellement plus pertinente en fait de son environnement? Ah bah forcément, ça va apporter quelque chose. L'étude, quand même, je voulais rajouter ça. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que 8% des dirigeants qui ont adopté cette vision globale. C'est peu, mais on y arrive là, tout doucement. Et oui, ils sont hackathons là, ils arrivent. Ils arrivent. Et effectivement, ça apporte des choses et entre autres au niveau, on s'est rendu compte sur les 3, c'est une étude qui a été faite sur 3 années et qui montre des performances et des résultats financiers qui sont solides. On a une augmentation de l'accroissement du chiffre d'affaires qui est de plus de 22% et une augmentation de la rentabilité qui est de plus de 34% en moyenne. Sans compter tout ce qui va... Il y a ce côté financier, mais il y a tout ce côté humain qui va se rajouter. Donc, une meilleure qualité de vie au travail avec des équipes qui sont beaucoup plus épanouies et des meilleures relations au boulot. Tout a gagné. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on va profiter de votre expertise, Damien et Karima, sur l'accompagnement des dirigeants d'entreprise autour de l'intelligence émotionnelle et la collaboration pour vous poser des questions qui vont être utiles aux participants du hackathon. Alors, on en a recueilli plusieurs. Je vais commencer par la première. Dans le cadre d'une équipe qui collabore au hackathon, est-ce qu'il faut écouter toutes ces émotions? Alors, moi, Damien. Si je peux prendre... Ouais. Oui et oui. L'erreur qu'on a souvent, justement, encore une fois, c'est de vouloir contrôler, museler, étouffer une émotion. Or, l'émotion, il faut juste comprendre un truc tout simple, très bête. L'émotion, c'est le mode de communication basique de votre cerveau. Votre cerveau communique avec vous, votre inconscient communique avec vous par les émotions. Il y a des émotions de base, alors sans rentrer dans le grand détail, mais c'est la peur, c'est la tristesse, c'est la joie, la colère et le dégoût. Ce sont les émotions de base. Elles n'ont pas pour objectif la peur, par exemple. Souvent, aujourd'hui, on interprète la peur comme un risque potentiel et de fait, ne faisons rien. Or, la peur, c'est pas du tout ça. La peur, si on regarde auprès de nos ancêtres, la peur, elle était là pour nous faire agir. Qu'est-ce qui se passe face à la peur? La peur, c'est de vous montrer qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut être dangereux si vous ne faites rien. Or, on est plutôt sur qu'est-ce qu'il faut faire justement pour changer les choses. Donc, la peur va pousser à l'action. Si vous avez un ressenti de peur, c'est que votre cerveau, quelque part, vous dit « attention, danger ». Écoutez ce danger, l'ignorer, ce serait stupide. Et c'est, pour revenir sur le début de notre discussion entre rationalisation et émotion, elle ne s'oppose pas, puisque je vais réfléchir de manière rationnelle suite à l'émotion qui m'a été donnée. Donc, mon cerveau m'envoie une information émotionnelle, il me donne une information, je prends cette information, comment rationnellement je la traite? Mais si j'ignore cette information, je vais baser mon raisonnement sur quoi? C'est très dangereux. Donc, écoutez vos raisons.
Si vous êtes triste, c'est que vous pensez que vous êtes en train de passer à autre chose. Si vous avez du dégoût, c'est que vous sentez qu'il y a un risque potentiel pour vous, un risque dans la relation très souvent. Là où la peur va être un risque physique. Et la colère, tout simplement, quand vous sentez la colère monter, donc là je parle pour les groupes du hackathon, parce que c'est ce qui risque le plus souvent d'arriver, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas écouté. Vous avez l'impression que vous n'avez pas soit été écouté, soit entendu. Il y a quelque chose que vous avez envie de passer, ce n'est pas passé, vous sentez que ce n'est pas entendu, revenez dessus. Qu'est-ce qui se passe pour tous, et tout le monde l'a expérimenté, quand on met une émotion de côté, on arrive à la bloquer, c'est comme une cocotte minute, hein, et puis petit à petit, elle va amplifier jusqu'au moment où de toute façon, ça va sortir. Au mauvais moment, avec les mauvais mots, et on va regretter ce qu'on a dit. Écoutez-vous le plus tôt possible et écoutez ce que veut dire votre émotion. Ok, donc il faut exprimer ses émotions et mettre un peu d'intelligence dedans pour que le message passe de façon efficace, mais pas trop violente. Mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde de mettre de l'intelligence dans les émotions? Alors, contrairement à l'émotion qui est innée et qui est incontrôlable, hein, les personnes qui vous disent « je contrôle quand l'émotion arrive », ok, non, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai, l'émotion est vraiment innée. Et l'intelligence émotionnelle, en fait, elle est à portée de tous, oui. Mais par contre, c'est comme l'intelligence analytique, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et il faut s'entraîner dessus. Et donc, en fait, comment on fait? Mais avant ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, clairement. Alors, mettre de l'intelligence dans l'émotion, bon, vous allez me dire, ouais, c'est trop simple. Alors, je vais prendre un exemple. Là, j'ai une émotion qui est forte. Et c'est une émotion de joie. Je suis contente d'être avec toi, Anna, et Damien à travers l'écran. Et là, cette émotion, je l'ai identifiée. Là, je la comprends et je la gère. Je la gère pour pouvoir l'utiliser à bon escient et pour pouvoir répondre à tes questions de façon claire et concise. J'espère que je le suis. Oui, très bien. Voilà. Bah, c'est ça l'intelligence. C'est de prendre l'émotion, de l'identifier, de la comprendre, de l'utiliser, de la gérer, de l'utiliser à bon escient et aussi d'identifier et de comprendre les émotions des autres. Ok, intéressant. Et alors dans le contexte du hackathon, il y a un élément très particulier, c'est que les équipes se constituent avec des personnes qui viennent d'horizons professionnels différents, de cultures différentes donc, de générations différentes parfois. Alors quels conseils pouvez-vous donner aux membres de ces équipes pour faciliter leur fonctionnement pendant l'événement? Ils ont 50 heures à passer ensemble. Comment gérer ça le mieux possible? Alors, moi, je rajouterais, au-delà de la culture et des horizons différents, ils viennent aussi chacun avec un enjeu qui est différent. Oui, le porteur de projet aura un enjeu qui est différent du contributeur. Oui. Certains sont là juste, c'est déjà beaucoup pour le partage, pour l'expérience, par curiosité. Et d'autres sont là avec un vrai projet à la fin. Donc voilà, l'enjeu est déjà différent. Et pour mon premier conseil, alors les groupes se font ce soir à partir de 18h. On va écouter les pitchs et ensuite ce sera la constitution des équipes. D'accord. Donc pour le premier conseil que j'ai à donner, quand vous aurez formé votre groupe, eh ben, la première des choses, c'est de se présenter. Mais quand je dis se présenter, c'est aussi présenter ses besoins et ses attentes. Parce que chacun d'entre vous, en fait, vous êtes une équipe. Et l'équipe, c'est quoi? C'est une somme d'individus. Et les individus ont chacun leur personnalité. Quand pour certains, vous allez avoir des personnes qui vont avoir besoin de temps, de réflexion pour agir. Certains sont dans l'action. Vous avez des introvertis qui vont peut-être prendre un peu moins de place et des extravertis qui vont prendre beaucoup de place. Vous aurez certaines personnes qui auront besoin de détails. De tout savoir, d'avoir des détails, des faits, des choses concrètes. Et d'autres, eh ben, peut-être que ça ne va pas passer du tout et ils ont besoin juste d'avoir une vision globale. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que chacun d'entre vous, vous êtes différents. Vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses. Ouais. Et c'est ça la richesse aussi de l'hackathon. Ouais. C'est que voilà, vous êtes complémentaires. À partir de ce moment-là, si vous avez compris la singularité de l'autre, vous allez pouvoir suivre mon deuxième conseil qui est mettre de l'empathie en fait. De l'empathie, c'est écouter, comprendre que l'autre n'agit pas comme moi, n'a pas les mêmes besoins que moi. Il a peut-être besoin de temps, il a besoin peut-être de s'exprimer.
Et donc, voilà, comprendre pour pouvoir avancer ensemble et pour pouvoir déjà travailler dans de bonnes conditions. Mais pour pouvoir être empathique, il va falloir faire le troisième conseil qui est écouter l'autre. Et donc, écouter... Alors, en tant que coach, on a cette écoute, l'écoute active. Donc, c'est l'écoute des mots, du verbal, mais il y a aussi l'écoute de tout le non-verbal. Si vous voyez qu'à un moment donné, un des membres de l'équipe est peut-être moins loquace ou s'isole un petit peu, écoutez ça et allez questionner. Donc, ça, c'est le quatrième conseil, c'est poser des questions. Soyez curieux envers les personnes avec qui vous êtes pour pouvoir vraiment travailler tous sur la même longueur d'onde. Et voilà. Et vraiment, je vous conseille à déposer. Quand vous avez une émotion, il faut la déposer. Et puis, bien. Si je dois finir avec un conseil aussi, c'est... enfin, un conseil, mais... Ouais, un message pour les porteurs de projets. Il faut que vous soyez... que vous êtes conscient que votre projet puisse se transformer. Tout au long du hacking, vous venez avec une idée et cette complémentarité, cette richesse va faire que peut-être ce projet va se transformer. Donc, il faut que vous ayez conscience de ça. Et c'est toute la richesse de l'événement, justement, de faire en sorte que les idées de départ puissent évoluer et devenir des prototypes qui permettent d'être testés sur le terrain. C'est ça. Et voilà, ouais, très bien. Damien, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet ? Non, parce que Karima a été assez complète. C'est le boulot d'un coach et elle connaît son travail. Donc, c'est vrai que les trucs qu'elle donne sont très simples. Je vais aller un petit peu plus loin. Dans ce qui a été dit par Karima, quand vous posez une question, quand vous vous intéressez à l'autre, ne cherchez pas à avoir raison. Ce sera le conseil que j'aurais tendance à donner. On l'a dit tout à l'heure, on va avoir une tendance tous à vouloir opposer son idée à celle de l'autre. Il a une idée, moi j'ai la mienne, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui ait raison. Non. Probablement que la vérité se trouve dans les deux solutions. Et il y a toujours quelque chose à prendre de l'idée de l'autre. Peut-être pas remplacer l'une par l'autre, mais compléter l'idée de l'une avec l'idée de l'autre. Construire ensemble, oui. Voilà. Et donc, quand je vais aller chercher l'information, quand quelqu'un va être de côté, va être isolé, va me dire qu'il a un souci, je ne dois pas chercher à le convaincre qu'il a tort d'avoir cette attitude et qu'il doit rejoindre le groupe. Je vais d'abord chercher à comprendre pourquoi il a de bonnes raisons d'avoir cette attitude. C'est toute la différence. Si je cherche à comprendre l'autre, je ne serai pas dans le jugement. Et si j'arrive à le comprendre, on est dans cette intelligence émotionnelle. Et à ce moment-là, je vais dire comment tu peux te rapprocher, revenir dans le groupe et travailler avec. Si je me contente d'aller le voir pour avoir cette sensibilité, pour dire voilà, j'écoute les uns et les autres, hein, je suis allé le voir et il m'a donné son point de vue, il n'a rien compris, on va le mettre de côté, ben, ça me prouve que je n'ai pas cette intelligence. Qu'est-ce que j'ai compris de sa situation, de son ressenti, de son point de vue et comment je peux l'intégrer au reste du groupe pour qu'il apporte quelque chose. C'est le principe de base, c'est que si vous faites un groupe avec, on va rester dans le cadre du hackathon, que des designers, le prototype ne verra jamais le jour. S'il n'y a que des développeurs, il ne verra pas le jour. Et s'il n'y a que des professionnels de santé, il ne verra pas le jour. C'est la complémentarité, c'est la différence qui va faire ça. Comprenez le point de vue de chacun parce qu'il est vrai, autant que le vôtre. Et alors, merci. Le concept du hackathon, c'est aussi poser une contrainte de temps très forte, puisqu'on demande aux équipes de prototyper une solution numérique en 50 heures. Et comment gérer au mieux cette pression ? Alors, si je peux, sur la pression, le hackathon, c'est 50 heures, donc c'est cette contrainte de temps. C'est courir un marathon avec la vitesse d'un sprint. Donc, ce n'est pas possible. Il faut tout de suite se mettre ça en tête, ce n'est pas possible. Soit vous faites du fractionné, soit vous faites des sprints. Mais ça veut dire qu'entre chaque sprint, vous devez prendre un temps de récupération suffisamment long. Soit vous tapez sur un esprit de marathon en vous disant on va courir avec une allure constante, mais dans ce cas-là, ne démarrez pas trop vite, prenez le temps de réfléchir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est en ne comprenant pas ça, et on revient sur ce qu'on disait juste avant, vérifier que tout le groupe est capable de courir un sprint, tout le groupe est capable de courir un marathon. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, ça veut dire qu'on a deux groupes dans le groupe et il faut en tenir compte aussi. Je ne peux pas imposer un système complet aux uns et aux autres. Si j'impose un système de marathoniens à des sprinteurs, je vais créer de la pression supplémentaire, de la tension dans le groupe. Si j'impose l'inverse, ça ne marche pas mieux. Donc, écoutez d'abord les besoins des uns et des autres. Faites toute cette analyse-là. Est-ce que mon collaborateur, est-ce que les membres du groupe sont confiants ? Est-ce qu'il leur faut plus de détails, pour reprendre les exemples de Karima ? Ou est-ce qu'au contraire, il leur faut d'abord un objectif global bien cerné pour pouvoir aller dessus.
mais prenez le temps de bien placer les choses avant de démarrer. Et quand la pression apparaîtra, parce qu'elle apparaîtra automatiquement, ne mettez pas un mouchoir dessus, ne mettez pas un tour de vis sur la cocotte minute, mais au contraire, prenez le temps d'en discuter, d'en parler, parce qu'à vouloir gagner du temps, très souvent, on fait des erreurs qui coûtent beaucoup plus de temps derrière. C'est ce que je vois beaucoup en entreprise. On veut du résultat, on veut aller vite. Alors, on ignore justement les problématiques, les besoins. On fonce, on verra bien quand on aura du résultat. Ça ne suffit pas. Au contraire, il y a une pression. Discutons de cette pression, trouvons une solution. Et quand il n'y a plus de pression, on recommence à avancer. Merci. Oui, bien sûr, Karima. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Et faites des pauses. Quand vous en sentez le besoin. L'ex-PDG de Peugeot disait, Monsieur Varin, c'est ça, disait ne pas se donner des pauses est une faute à son cerveau parce qu'en fait, voilà, c'est un muscle qu'on fait travailler en non-stop et ne pas lui donner de pause serait une faute professionnelle. Donc faites des pauses quand vous en sentez le besoin. Eh ben, merci beaucoup pour ces conseils, Karima, Damien.